Ici l'Oise est de retour pour son 3e numéro, cette plongée mensuelle, cette promenade au cœur de ce département que nous aimons tant. Alors aujourd'hui, je vous propose d'abord d'aller à Havricourt, au nord de l'Oise, pour y découvrir une école pas comme les autres. Puis, vous ferez une merveilleuse promenade le long de la vallée du Terrain sur cette belle rivière à Hermes. Avant d'aller à Auger-Saint-Vincent dans le Valois pour boire un verre au café citoyen, puis d'aller replonger en l'an 1000 à la motte castrale de Lassigny, au camp de la tour Roland, une découverte tout à fait extraordinaire. Enfin, nous irons rendre visite à Vincent Verschure, un agriculteur dans le malheur qui mérite tout notre soutien. Ici l'Oise. Vous pensez que toutes les écoles se ressemblent? Vous allez être surpris. Parce qu'à Havricourt, oui, il y a une cour de récréation, il y a des bancs, il y a un tableau numérique. Mais dans cette école, il y a des éléments tout à fait extraordinaires. Un potager scolaire, un poulailler scolaire, des ruchers scolaires, vous allez voir tout ça. Nous sommes à Havricourt, dans l'Oise, en bordure de la Somme, au cœur de la Picardie. Et à Havricourt, les écoliers d'Havricourt, d'Amy et de Marigny aux Cerises, ils n'apprennent pas seulement le calcul et la lecture, ils apprennent aussi la nature. Depuis notamment que Roger Parzibut, monsieur le maire, a installé il y a quelques années ou quelques décennies un premier potager. Roger, raconte-nous ça. Alors ça date de 1995. C'est une idée qui avait germé à partir d'un principe fondamental qui s'appelle la terre-mère nourricière. La terre-mère nourricière. Faire découvrir aux enfants qu'avec un petit carré de terrain, comme les anciens, au siècle dernier ou même au siècle d'avant, chacun avait son petit lopin de terre et pouvait donc l'exploiter pour pouvoir en vivre. Chaque écolier donc de la classe a son petit carré avec 9 cases. Alors, c'est pas un chou ça? Ça c'est un chou rouge. Là. Là c'est de l'échalote. Oui. Et là ce sont des oignons en bulbe. Donc ils sont venus planter, ils planteront le reste aussi. Ils viennent tous les jeudis après-midi, c'est ça? Le jeudi après-midi, donc cet après-midi, puisqu'on est jeudi aujourd'hui. Donc il y a animation au niveau du jardin, en 2 groupes. Et tout le travail d'animation, il est supervisé par Bruno, ton adjoint. Mon adjoint, ouais, responsable de tout ce qui est environnement et entretien de la commune, et en particulier ce truc. Et l'animation, elle est déléguée à un employé communal qui est en contrat. D'accord. Et donc c'est lui qui dispense les rudiments de base. Et nous, du jardinage, nous, on contrôle juste derrière si tout est en ligne avec la philosophie de ce que l'on veut montrer aux enfants. Et évidemment, tout se fait en partenariat avec l'institutrice. Ah oui. Alors, on est donc dans la serre où il y a de la tomate, de la betterave, du tournesol. Oui. Et tout ça, ça va être piqué. Tout ça, ça va être récupéré. Ça va commencer cet après-midi. Cet après-midi. Jolie petite serre qui sert pour l'école, mais aussi pour la municipalité. Alors pour la municipalité, pour préparer des plants qu'on mettra dans les parterres le moment venu. Dame Nature, oui, elle est généreuse. Dame Nature, c'est la flore, mais c'est aussi la faune. Et donc, Roger, après le potager, tu as eu une autre idée, le poulailler scolaire. Non? Tout à fait. 2015? Dans ces années-là. Surtout, les enfants amènent leurs épluchures. Tout à fait. Pour nourrir les poules. Voilà. Donc ça, c'est pour insister aussi sur le principe que quand on a des poules, en fait, c'est une bestiole qui mange tout. Mange tout. Donc, 0 déchet. Ouais. Tous les déchets végétaux de la maison, des épluchures, de la cuisine, etc., le pain qui reste, etc., tout passe au poulailler. Elle mange tout, mais surtout, après, elle nous donne des œufs. Des œufs, voilà. Et les œufs, ça sert aussi, donc c'est ramassé chaque jour par les enfants. Ouais. Donc c'est elle qui désigne le groupe d'enfants qui vient ramasser les œufs. Puis après, c'est redistribué, c'est calculé, c'est géré, ils ont un tableau, etc. Et à la maison, ils transforment ça en pâtisserie, en tout un tas de choses, puis qu'ils se le repartagent après. Et après les poules, il y a maintenant des abeilles. Un animal que tu connais bien, Roger, oui, puisque tu es apiculteur. Oui, tout à fait. Donc on a eu cette idée il y a 3-4 ans. Donc on a acheté une colonie et acheté du matériel avec un principe, c'est que ce sont des ruches avec une cheminée. Pour avoir une sortie d'abeilles à peu près à 2,20 m, 2,50 m de hauteur.
de manière à ce que les enfants puissent accéder assez près des ruches pour voir ce qui s'y passe, sans pour autant être, disons, incommodés par les éventuelles piqûres d'abeilles qui, les gardiennes généralement, elles surveillent bien les espaces, donc il faut se méfier, il faut être très prudent. Donc celle-ci, avant de l'installer, on l'a fait décorer par les enfants. Oui, voilà. Et effectivement, les enfants apprennent l'utilité de l'abeille dans le cycle dans l'environnement, de la vie, bien sûr. La pollinisation. Ouais. Donc, les gamins viennent voir ça, tu leur expliques, et puis ils assistent, et j'y étais moi, ils assistent à la récolte, et donc ils repartent chacun avec leur petit pot Tout à fait. de miel. Tout à fait. C'est comme ça que c'est prévu. Voilà, et là on peut encore voir ici. Voilà. Là on voit bien les abeilles. Ah oui. Ici on a fait autrement. Donc là. Oui. Donc là tu vois. Là c'est pareil. Donc on voit quand même que tout est... Et c'est parfaitement sécurisé. Ah oui, on est à côté, tu vois bien, il n'y a aucun problème. Alors après le poulailler et les 2 ruches, il y a maintenant des égrenoirs et je crois que tu as un projet d'hôtel à insectes. Oui, il y a un hôtel à insectes qui est prévu pour l'hiver prochain. Et là en attendant, donc, il y a un agrénoir et puis des nichoirs pour attirer la mésange parce qu'on est ici concerné par la chenille processionnaire du chêne. Et la mésange la bouffe? C'est le seul prédateur, la mésange. D'accord. Vive les mésanges. Parce qu'on a essayé les produits chimiques, les traitements et tout, ça ne fait aucun effet. Et la nature est bien faite. Donc, voilà. Parmi les beautés cachées de l'Oise, il y a la vallée du Terrain. Pas besoin d'aller en Ardèche ou dans le Gard pour faire une promenade extraordinaire en canoë-kayak. Vous allez à Hermes, vous prenez rendez-vous avec le Hermes Kayak Club et vous partez pour un voyage magique hors du temps, le long de cette belle petite rivière. Vous rencontrerez des cygnes, des canards, vous vous croirez au cœur du marais Poitevin et pourtant, vous serez dans l'Oise. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un petit voyage entre Villers et Aix. Nous n'avons pas rencontré de sirène. Nous sommes aujourd'hui à Hermes, au cœur de l'Oise. L'Oise, ce département qui porte un nom de rivière. Cette rivière, l'Oise, dans laquelle se jette une autre rivière, le Terrain qui prend sa source en Picardie verte avant de se jeter dans l'Oise, dans le bassin craillois. Et ce terrain, il passe par Hermes. Et Hermes, monsieur le maire, cher Grégory, monsieur le premier adjoint, cher Frédéric, Hermes ne serait pas Hermes sans le terrain. Tu as tout à fait raison, Olivier. Le terrain pour Hermes et sa colonne vertébrale, c'est autour de cette belle rivière que s'est construite l'activité économique, l'activité humaine également. Certains Hermois vous diront que vous êtes ici dans la capitale de la brosserie, qu'au XIXe siècle, Hermes a connu un fort essor et ce grâce à la rivière le Terrain. La brosse avait besoin de beaucoup d'eau en fait. Oui, en fait, avant le plastique, les manches étaient fabriquées en os et il fallait beaucoup d'eau pour travailler l'os. De ce fait, les brossiers se sont installés le long d'une rivière et en l'occurrence le Terrain pour Hermes. Ben là, on va manier non pas des eaux, on va manier des pagaies et on va les faire un peu de canoë. On rêve un peu, on est hors du temps, on est hors de la foule pressée, on est loin du métro, on est dans l'Oise. Est-ce qu'on voit des couleuvres d'eau? Tout à fait, ouais, tout à fait. Et on a déjà vu traverser biches et sangliers. C'est difficile de
trouver un exercice physique à la fois plus bucolique, plus poétique et plus sympathique. C'est mieux que Koh-Lanta. C'est vrai. Beaucoup mieux. C'est la pirogue là. Et il n'y a pas de piranha. Vous avez combien de bateaux en tout? On a 13, 14, 15 bateaux biplaces et 3 monoplaces, donc à destination du grand public. C'est déjà fini. Et C'est bien trop court. 45 C'est minutes. extraordinaire. Alors si vous voulez vraiment faire quelque chose qu'on ne fait pas ailleurs dans l'Oise, venez à Hermes, découvrez le Hermes Canoë-Kayak. Vous allez passer un moment extraordinaire en compagnie de Julien, C'est gentil. guide formidable. Rendez-vous à Hermes, au Hermes Canoë-Kayak. Vous allez sur la page Facebook et vous voyez comment vous pouvez réserver une petite descente. C'est formidable. Dans notre société un peu égoïste, le vivre ensemble, c'est essentiel. Or, pour qu'il existe, pour qu'il puisse s'épanouir, il faut qu'il ait des lieux. À Auger-Saint-Vincent, Monsieur le maire a décidé de créer un café citoyen, un lieu de rencontre où l'on va boire un verre, où il y a une épicerie, où il y a aussi des concerts, un lieu de culture, un lieu de partage tout à fait extraordinaire qu'on va découvrir ensemble. Alors nous sommes à Auger-Saint-Vincent avec Monsieur le maire, Fabrice d'Allongeville, et à Auger-Saint-Vincent, il y a une particularité qu'on trouve nulle part ailleurs dans l'Oise, c'est un café citoyen. Fabrice, qu'est-ce que c'est qu'un café citoyen? Un café citoyen, c'est déjà un café où on peut partager un verre. Au-delà du verre, c'est un espace de convivialité. Parce que le dernier café qui a fermé à Auger-Saint-Vincent, qui était situé de l'autre côté de la place, a fermé il y a 28 ans. Donc il a fallu un peu plus d'une génération pour ouvrir un espace, donc le café citoyen, géré par des bénévoles. Géré par des bénévoles. Et des élus, avec une licence 4. Et puis on a aussi une épicerie qui est dans mon dos, avec des produits locaux et puis des produits de première nécessité. Et ça rend service en fait. Il n'y a pas d'autre ambition que ça. Et puis de l'autre côté de la pièce, du bar, on a aménagé une salle entièrement sonorisée pour accueillir des spectacles. Des concerts. Des concerts, du théâtre, de l'art lyrique. Il y a une bataille culturelle en fait qui s'engage pour montrer qu'en ruralité, il y a une ruralité culturelle qui existe et qu'on ne se résume pas à des champs qui sont cultivés. Il y a une vie sociale qui est de plus en plus forte et qui est ambitieuse. Et le café citoyen, voilà, ça traduit un peu cette ambition. Et on fait ça avec aussi, et c'est important de le dire, avec 2 services civiques, Sona et Rose, qui nous permettent d'avoir une amplitude d'ouverture un peu plus forte et puis de faire du lien social. 10h, 19h? Les horaires, c'est plutôt c'est midi jusqu'à 19h. Sauf le mardi et le vendredi, parce qu'on a 2 camions, un camion pizza et puis un autre camion de cuisine traditionnelle française, qui s'installe à côté de la terrasse.
Et les gens peuvent venir manger ici ou alors emporter chez eux, quoi. Et à côté de cette partie café, parce que là on est dans l'ancien presbytère, on a aménagé un gîte touristique de 3 chambres. Le modèle économique du projet du café citoyen, ce qui garantit la solvabilité et les retours sur investissement de la commune, c'est l'activité du gîte. Toujours plein en plus. Toujours plein. En fait, il faut savoir que dans l'Oise, les taux de remplissage des gîtes sont parmi les plus importants en France. Parce qu'on n'a pas une saisonnalité forte, comme la Côte d'Azur ou la Bretagne, etc. Toute l'année. Mais en revanche, on a une activité toute l'année. Ici, c'était le garage du curé. Et donc là, c'est la scène qui est entièrement sonorisée. Donc il y a des prises qui sont préinstallées. Et ça part jusque le meuble là-bas où tu as la table de mixage. Après avec des éclairages, etc. Et pour l'hiver, on va installer un système de visio. On va mettre des caméras pour pouvoir filmer quand il y a un spectacle. C'est ce qu'on a pu constater pendant le confinement. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites dans les centres culturels, des espaces culturels pour filmer et être diffusés en streaming pour que les gens puissent quand même profiter de l'offre sans forcément venir. À la place de la porte du garage, c'est une baie coulissante qui donne maintenant accès à la terrasse. Ouais, qui est la plus belle terrasse du territoire, quoi. Du Valois. Du Valois. Et alors pour ce beau projet, tu as obtenu l'étoile de l'élu local. Ouais, l'étoile du Courrier Picard de l'élu local. Bon alors ça c'est... Bon là pour le coup ça a fait plaisir quand même. Bon alors pour réaliser quand même cet investissement, il a fallu quand même avoir le soutien de certains partenaires. Ça a été bien suivi? Oui, globalement, oui. On va commencer par les plus petits, sans doute les plus difficiles aussi à convaincre. C'est la communauté de communes du Pays de Valois, donc des fonds de concours à 15 000 €. Après, on est monté au département, c'était le premier partenaire traditionnel et toujours partenaire présent auprès des communes, donc sur l'acquisition et sur les travaux. Ouais. Après, la région, qui a été un peu plus difficile à ramener dans le projet parce qu'ils ne financent pas les projets touristiques. Donc je les ai eus sur le dispositif du dernier commerce. Oui. Mais bon, ils ont quand même participé, donc ils nous ont permis vraiment de faire la partie café. Et puis l'État quand même, sur le dispositif traditionnel de soutien aux territoires ruraux. Après, sur des montants qui sont dans ce genre de projet important, mais bon, on s'attendait aussi quand même à un peu plus. Et au final, c'est un projet à 480 000 € et on est à peu près à 68% de subvention. Donc ce qui est franchement très bien. Et tout ça est possible parce qu'on a un portage et vraiment un engagement de long terme avec l'établissement public foncier de l'Oise. Le Moyen-Âge fait rêver. Parfois, il fait un peu peur. Le Moyen-Âge, c'est le temps des châteaux forts. Mais avant les châteaux forts, il y avait les mottes castrales. C'était en l'an 1000. Et une motte castrale, il y en a une qui est ressuscitée dans l'Oise, à Lassigny. C'est la tour Roland. Je vous invite à vous y rendre, à plonger il y a plus de 1000 ans et à retrouver la vie de nos ancêtres. Retour vers le passé. Chevalier Roland, daignez-vous m'accueillir dans votre domaine, m'offrir l'hospitalité? Bon, nous sommes au parc médiéval de la Tour Roland. On est retourné en l'an 1000. Il n'y avait pas de château fort à l'époque. Il y avait une motte castrale avec une tour, une haute cour, une basse cour, avec des fossés, avec des palissades, avec aussi un village où les gueux pouvaient être mis en protection par le seigneur. Et le seigneur ici, il s'appelle Roland et on va aller voir sa tour. Seigneur Roland, alias Bruno, merci de nous recevoir dans votre domaine avec Zoé, palefrenière, intendante, qui sait tout faire. Donc on est dans un endroit unique en France ici, à savoir une motte castrale où on vit l'histoire, où effectivement on voit
ce qui existait avant les châteaux forts et tout ce qu'il y avait autour de la motte. Donc il y a une échoppe de potier, le forgeron, une grange, et puis il y a aussi énormément d'animaux. Alors racontez-nous un petit peu tout ça. Oui, nous avons mis en place en fait une ferme d'antan. L'idée c'était de remettre sur le parc des animaux qui existaient en fait il y a 1000 ans. Donc on est parti au départ avec évidemment les poules, les oies, des vaches, des chevaux, Les pans. les pans, des pigeons, des brebis et notre fameux Gunnar. Gunnar, le bélier de quelle race? Jacob en fait. Bon. Et puis il y a aussi des vaches un peu particulières. Oui, des vaches Highland. Des vaches Highland. Voilà. À la Tour Roland aussi, il y a des tournois, des joutes, des combats à cheval ou à pied, et où les épées fabriquées sur place résonnent. Alors ici, on a reconstruit donc une tour médiévale qui surmontait la motte castrale. 10 ans de travail? Pratiquement, oui. Il faut savoir que le premier niveau, par exemple en pierre, je me suis fait livrer des blocs de pierre, du calcaire grossier, que nous avons scié au passe-partout à la main, que nous avons taillé à la main et que nous avons monté en fait sur la motte par cette passerelle. D'où l'état aussi assez fatigué de la passerelle. Il va falloir un de ces jours qu'on la retape. C'est la jument en fait qui a tracté en fait un traîneau sur lequel on posait les pierres. Il y a quand même, comme à l'époque? Tout à fait. Il y a quand même 800 pierres, quoi. 800 pierres, et énorme. tu m'as dit qu'entre les pierres et le bois, 60 tonnes? Alors oui, tout à fait. Il y a 60 30 tonnes de bois, 30 tonnes de chêne en fait et 30 tonnes de pierres. Alors les pierres ont été posées une à une. Le mur fait 1 mètre d'épaisseur. 2 rangées de pierres, et puis à l'intérieur en fait on a le vide a été comblé par des gravats et on a coulé du mortier. Alors pas de ciment, on n'a pas utilisé du tout de ciment, du mortier, du sable, de la chaux et de l'eau. Tout ce qui se faisait à l'époque. Exactement. Alors nous sommes dans le logis du seigneur Roland. Et alors ici, vous accueillez régulièrement des scolaires notamment. Bon, il y a des fêtes médiévales, mais l'accueil des scolaires, c'est quelque chose de très important pour vous. Pour nous, c'est très très important en fait. L'idée, c'est de... Alors on peut ouvrir toute l'année, mais principalement mai et juin, c'est là où les scolaires viennent le plus nombreux. L'idée, c'est de recevoir à peu près 2 classes, 3 classes, 4 classes, 6 classes à la semaine. Mettre les enfants en fait dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Vous savez, quand vous êtes ici, quand vous fermez la porte, quand vous êtes dans une pénombre, vous ressentez en fait le côté. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire vivante. Là, vous ressentez quelque chose en fait, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. C'est de voir comment on vivait à l'époque, comment on se nourrissait, comment on cultivait, comment on vivait avec les animaux aussi. Voilà. Comment on rendait la justice ici, par exemple, nous sommes dans la Hola. Le Seigneur ici rendait la justice dans cette pièce. Donc ici, tout est fabriqué par vous-même, quasiment. Quasiment. Tout ce qu'il y a autour de vous là a été fabriqué par nous-mêmes. Tout sur le parc. Sur le parc. À la Tour Roland, on peut aussi apprendre les chiffres romains, on peut aussi apprendre à écrire comme à l'époque sur des tablettes. Extraordinaire. Alors, comme on vit comme en l'an 1000, il y avait aussi des jeux. Alors, il y a des osselets, mais des osselets en vrai haut. Il y a un jeu qui s'appelle la Merelle. Bon, vraiment, on est replongé dans l'atmosphère de l'an 1000. Mais Bruno, moi, je voudrais que tu me racontes la genèse extraordinaire de ce projet. Parce qu'à l'origine, tu n'étais pas le big boss du parc. Tu travaillais dans une usine de pneus. Tout à fait, oui. J'étais cadre chez Continental, en fait, à Clairoy. Voilà. Et alors ? Ayant perdu mon travail comme les 1200 personnes qui travaillaient sur le site, voilà, j'avais 2 choix. Soit je repartais cadre dans une autre entreprise, ou soit je changeais complètement de stratégie et de vie. Et en fait, voilà, j'ai opté pour la deuxième solution. Donc grâce aussi à l'aide de certains élus de la région, etc., j'ai pu récupérer ce site, j'ai pu le louer pour 1 euro symbolique. Et démarrer ce projet un petit peu fou à la base, parce que un peu fou, oui. L'idée aussi c'était pas de sauver ma peau en fait, c'était d'emmener avec moi, c'était de monter un projet qui me permettait d'emmener avec moi des ex-conti. Donc Continental a joué le jeu aussi en fait, on a trouvé des subventions, des financements,
Continental a payé des formations en fait à ses ex-contis. Donc un charpentier, un potier, un forgeron, une personne qui entretient les espaces verts, etc. Et j'ai pu en fait assez vite les embaucher. Il y avait des contrats à l'époque, ce qu'on appelait des contrats aidés. Donc j'ai pu rapidement les embaucher en contrat aidé et en fait les accompagner jusqu'à leur retraite. C'est une belle histoire. Vous avez envie d'en savoir plus sur la Tour Roland? Eh bien écoutez, les 25 et 26 juin, allez-y, il y a une fête médiévale tout à fait formidable. Maintenant, pour terminer, je vous propose d'aller rencontrer Vincent Verschure. Il est agriculteur à Saint-Aubin-en-Bray et depuis des années, il vit un calvaire judiciaire. Il a été attaqué par des voisins qui lui reprochent de faire son métier, d'élever des vaches. À la campagne, effectivement, il y a parfois quelques bruits, il y a parfois quelques odeurs, mais c'est ça la campagne. On aime la campagne, on défend Vincent Verschure. Rencontre avec Vincent. Alors, Vincent, est-ce que tu as encore le moral? Après une journée comme aujourd'hui, on l'a un petit peu plus qu'hier. C'est normal que tout ce soutien qui est mobilisé montre que beaucoup de gens se sentent concernés, que ce soit nos élus, que ce soit nos citoyens, nos voisins, nos amis agriculteurs, confrères. Donc ça donne le moral également. Tu es toujours fier d'être agriculteur? Oui, tout à fait, oui. J'ai toujours cette fierté et c'est quelque chose qu'on a en nous. On a le sang de la terre qui coule dans les veines. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, on l'a depuis le plus jeune âge. Est-ce que la ruralité est envisageable sans agriculture? C'est quand même compliqué, une ruralité sans agriculture. Aujourd'hui, au-delà de produire, on contribue à un certain entretien des paysages. Quand demain, il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de prairies, quand les prairies seront à l'abandon, qui vont se boiser, qui vont être des friches, ça met forcément en danger notre ruralité. Tout à fait. Veut-on une campagne effectivement sans bruit, sans odeur, une ruralité métamorphosée en musée, un pays sans paysans? Est-ce qu'on veut une France qui, jadis, qualifiait son agriculture de pétrole vert, qui est un paradis de la gastronomie, qui ferait venir tous ces produits d'ailleurs, alors qu'on peut les produire chez nous? Veut-on perdre notre souveraineté alimentaire, notre indépendance? Qu'ils se battent depuis 10 ans, alors qu'ils ont eu toutes les autorisations, les dérogations qu'ils pouvaient avoir. Par conséquent, il est anormal qu'on vienne aujourd'hui mettre en péril leur exploitation. Et je voudrais simplement dire aux personnes qui ne sont pas du cru, qui n'habitent pas la ruralité, eh bien lorsqu'ils décident de venir vivre à la campagne, ils doivent épouser la campagne. On ne peut pas transposer la ville à la campagne, mais la campagne et les agriculteurs ne peuvent pas travailler en ville. Alors il faut respecter les territoires des uns et des autres, et avec un peu de bon sens, on arrive à vivre ensemble. On a besoin de campagnes vivantes, dynamiques. On n'a surtout pas besoin de campagne sous cloche. La campagne sous cloche, c'est demain une campagne qui serait plus cultivée, qui serait plus entretenue. C'est la haie, c'est la biodiversité. Et puis surtout, c'est l'emploi, c'est les bruits dans les écoles, c'est les vaches qu'on met au pâturage, c'est la moisson, mais c'est toutes ces odeurs qui font justement que grâce à nous, et grâce justement à la vie de nos campagnes, on arrive à manger sainement, sereinement, et puis aussi que les artisans peuvent travailler, que les entreprises. Que veut-on donc quand la justice fait de Vincent un délinquant? Quand des juges condamnent un honnête homme dont le seul crime est de vouloir travailler mieux et plus pour nourrir la société?
quand l'état de droit est mis au service de citoyens ultra individualistes, pour ne pas dire égoïstes, qui sont en fait des enfants gâtés. Quand l'État ne fait pas appliquer la loi dont tu as parlé et que j'ai votée. On doit défendre l'agriculture dans l'Oise et en France parce que l'agriculture, c'est nos gènes, c'est notre ADN. Toute notre histoire part de l'agriculture et c'est celle qui nous fait vivre parce que d'abord s'alimenter, c'est quand même le premier de nos besoins et il n'y a pas d'alimentation sans agriculture. Et en plus, il n'y a pas d'agriculture, de nourriture saine sans une proximité avec la production et les consommateurs. Et l'actualité politique et les guerres en Ukraine nous rappellent ô combien la nécessité d'avoir une agriculture forte et de proximité. Et la proximité, ça passe aussi effectivement des fois par la cohabitation, en tous les cas, entre la population de nos villages, qui parfois sont d'origine citadine et qui doivent cohabiter avec cette agriculture qui est là depuis des années. On a besoin, en particulier des jeunes agriculteurs, on a besoin de l'agriculture sur nos territoires. La ruralité ne serait pas ce qu'elle est, aussi belle, aussi bien aménagée s'il n'y avait pas les agriculteurs. Et donc nous avons besoin du plus grand nombre d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs. Ils sont là, source de vie, source de richesse, de création. Et donc ce monde agricole est essentiel pour notre beau pays français. Voilà, c'est déjà fini, mais rassurez-vous, on se retrouve le mois prochain pour un 4e numéro. D'ici là, passez un beau début d'été et surtout n'oubliez pas, vive l'Oise!